Preminger a commencé au théâtre en Autriche auprès de Max Reinhardt, qui n'est pas n'importe quoi, et il a fait quelques films avant de venir à Hollywood, mais des films qu'on voit assez rarement, et je ne suis pas sûr que lui-même considérait comme étant vraiment partie prenante de son œuvre. Son œuvre comme cinéaste, vraiment, elle commence lorsqu'il commence à Hollywood, pendant la guerre et ensuite évidemment plutôt après la guerre. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est qu'il y a vraiment 2 moments très distincts l'un de l'autre dans l'œuvre de Preminger. Il y a un premier moment dont peut-être le film le plus célèbre à juste titre, c'est ce film noir célébrissime qui est Laura, avec Dana Andrews et Gene Tierney. Il a d'abord été plutôt un auteur de films noirs. Et puis il y a un deuxième moment auquel appartient de manière tout à fait éminente ce film qui est Le Cardinal, qui est un moment qui est plutôt, lui, commence à la toute fin des années 50 et va, disons, de sa première jusqu'à la fin de la carrière de Preminger, mais le sommet et aussi un peu le début du déclin pour lui, c'est Le Cardinal, qui est un moment où il n'est pas le seul, mais enfin, quand même, lui peut-être plus que les autres, fait des films qui sont beaucoup plus longs, plus chers, dans un tout autre format que ces films noirs. C'est un film en cinémascope. Alors, les films noirs de milieu des années 40, à la fin des 40, c'est plutôt des films en format qu'on appelle format carré, 1,33. Ce sont des films dont Preminger n'était pas simplement le réalisateur, mais aussi le producteur. Il avait un certain pouvoir. Il pouvait être, et très rare à l'époque à Hollywood, enfin réservé à quelques-uns, il pouvait être à l'origine de projets. Et à compter de la fin des années 50, on peut dire peut-être à partir de Saint-Jean, et peut-être encore plus à partir d'un film extrêmement célèbre, à juste titre, qui est Autopsie d'un meurtre, Preminger se met en tête, parce que je pense que c'était quelqu'un aussi de très... d'une certaine façon, on peut le comparer un peu à Hitchcock de ce point de vue-là, quelqu'un qui avait le sens de la publicité et le sens du scandale aussi assez développé. Preminger se met à traiter l'un après l'autre des grands sujets, et des sujets qui sont des grands sujets, mais qui sont aussi des sujets autour desquels il y a, pas un parfum de scandale, mais enfin quand même un petit peu. Donc il fait ce film sur la justice, qui est Autopsie d'un meurtre, qui reste aujourd'hui le film de procès par excellence. Ensuite, il va réaliser Exodus, d'après un roman célèbre de Léon Heidel, qui est un film qui raconte la naissance d'Israël. Ensuite, il réalise Tempête à Washington, qui est un film sur la politique, vraiment, l'institution politique. Il filme un peu les institutions les unes après les autres, comme ça, dans des grands films, longs films, avec un casting, des castings extrêmement prestigieux, particulièrement dans Tempête à Washington, dont on trouve aussi bien Charles Laughton, Walter P. Jeremy, Gene Tierney encore et beaucoup d'autres que j'oublie, et puis qui fait ce film sur l'Église, vraiment, sur l'Église comme institution, qui est Le Cardinal. Bon, Le Cardinal marque un peu, d'une certaine façon, à la fois le sommet et un peu le début de la fin pour Preminger. Alors, il se trouve que ce film, lorsqu'il est sorti, en 1963, c'est une des seules fois, sinon la seule fois, dans l'histoire des cahiers du cinéma de revue, qui a beaucoup défendu Preminger, en particulier grâce à quelques articles tout à fait majeurs, magnifiques de Jacques Rivette. C'est une des rares fois, peut-être même la seule, où il publie un pour et un contre. Parce qu'on est vraiment au moment où des cinéastes comme Preminger, qui ont été très importants pour la cinéphilie mondiale et la cinéphilie française en particulier, sont sur le point, disons, d'être considérés comme étant dépassés, peut-être même ringardisés, parce qu'en 63, la nouvelle vague a déjà explosé, le cinéma moderne, donc on appelle moderne, a déjà explosé, et que la pointe avancée du cinéma se situe plutôt du côté de Godard, d'Antonioni, de Bergman et de quelques autres, que du côté de ces grandes machines premingeriennes, comme on a pu les appeler, qu'est par exemple Le Cardinal. Donc il y avait un article qui défendait ce film comme étant le point d'accomplissement ultime de ce grand cinéaste de cinéma hollywoodien, ce cinéma de la mise en scène, ce cinéma des mouvements d'appareil. Vous verrez que, moi je pense que sans doute dans l'histoire du cinéma, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas quelqu'un qui ait maîtrisé aussi fortement les mouvements d'appareil que Baker. Donc il y a un article comme ça qui voyait dans l'accomplissement ultime du classicisme hollywoodien, et puis au contraire un autre article plus négatif évidemment, qui diagnostiquait déjà la décadence de ce cinéma, décadence pas simplement esthétique, mais décadence liée
ou déclin, tout simplement, lié évidemment aussi à l'arrivée de la télévision, à la fin des studios, et puis aussi tout simplement aussi à l'âge de ces cinéastes. C'est vrai que par la suite, les films que va faire Preminger après Les Cardinals seront peut-être un peu moins forts. Il va continuer un peu dans sa lancée, une institution après les autres. Après avoir fait la justice et la politique, l'Église, l'armée, dans le film suivant, qui en anglais s'appelle In Harm's Way. Et puis ensuite, hein, comme il arrive à d'autres, à partir des années 65-66, ça devient, continue à faire des films, mais ça devient beaucoup plus compliqué pour lui. Voilà un peu pour vous présenter la place de ce film dans la trajectoire de Preminger. Quelques autres petits éléments. Preminger était connu, il était acteur aussi, épisodiquement, vous l'avez peut-être aperçu dans Stalag, je suis tenté de le connaître ce film, Stalag 17 ou Stalag 13 de Billy Wilder. 17, c'est lui qui joue le chef nazi du camp de prisonniers, hein, avec son crâne rasé. Preminger était un tueur. C'était un tueur sur les tournages. En particulier, l'acteur qui ici interprète le rôle principal, le cardinal, Tom Tryon, avait déjà joué quelques petits rôles. C'était son premier rôle. C'était son premier rôle. Après une expérience avec Preminger, il a décidé de mettre fin à sa carrière d'acteur. Preminger était célèbre pour hurler avec son accent autrichien, comme on a dit. Il se faisait un plaisir de garder. Hurler vraiment dans la face à 1 centimètre du visage des acteurs, qu'il fallait qu'ils se dépendent. Évidemment, on n'a jamais dépendu personne. Donc c'était vraiment quelqu'un de très, très, très... C'est vraiment la figure Preminger. C'est aussi pour ça que son image, parfois, n'a pas très, très bien vieilli. C'est vraiment la figure du metteur en scène démiurge, disons un peu comme Fritz Lang, ou un peu aussi comme Kubrick. Ici, Kubrick, c'est plus tard. Ce Tom Tryon, d'ailleurs, est devenu par la suite complètement arrêté d'être acteur, et est devenu par la suite écrivain. Et il paraît que dans les soirées mondaines d'Émilienne, Preminger se promenait en s'affirmant la paternité de sa réussite comme écrivain, puisque c'est lui qui l'avait dégoûté du Chili. Voilà. Donc vous allez voir, c'est un film dans lequel il y a un casting assez prestigieux, un peu moins de prestigieux dans Tempête à Washington, qui est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui un film choral, mais enfin, vous retrouverez un acteur qui s'appelle Burgess Meredith, en rôle d'un vieil épée Smith, qui est un acteur qu'on a beaucoup vu dans d'autres films de Preminger, notamment Souvenir à son prochain en Tempête à Washington, Romy Schneider, évidemment. Le cinéaste, mais acteur à ces moments perdus ou pas perdus, John Huston, qui joue le rôle un peu de l'éminence grise, qu'elle de dire de ce jeune ecclésiastique joué par Tom Tryon. Ralph Vallon, acteur italien. Enfin voilà, c'est un film très... C'est vraiment ce moment que moi je trouve tout à fait passionnant, qui n'a duré en vérité que les toutes premières années 60. Ce moment où des cinéastes qu'on avait plutôt connus et aimés à travers des films dont le sujet manifeste, le scénario n'avait rien d'a priori de très noble. C'est ce qui est arrivé à Preminger, est arrivé aussi à Minnelli, est arrivé à Billy Wilder, des gens qui étaient plutôt, qu'on admirait beaucoup comme cinéastes, mais par leur capacité plutôt à s'emparer d'histoires, d'historiettes un petit peu, et qui brusquement, sans doute, en partie pour contrecarrer l'influence de la télévision et l'arrivée d'une génération, se mettent à traiter le sujet très sérieux, se mettent vraiment à afficher une ambition. Moi, je trouve que c'est un moment très, très intéressant, qui n'a pas été très bien vécu à ce moment-là, hein, parce que c'est pas ce qu'on attendait de ces cinéastes-là. On n'attendait pas d'eux, on n'attendait pas de Minnelli qui fasse un film sur le nazisme quand il fait Les 4 de l'Apocalypse. On n'attendait pas de Preminger qui parle de l'Église ou qui parle d'Israël. Mais voilà, je trouve que c'est un moment sans doute vers lequel on se tourne plus facilement, nous, aujourd'hui, qu'au moment où ces films ont été faits. Voilà, j'ajouterai un tout petit élément, mais qui est presque hors sujet, mais comme il se trouve qu'ici, et avec certains d'entre vous, on s'est trouvé déjà à évoquer d'une part le cinéma de Billy Wilder, hein, tout au long d'un week-end, et puis d'un autre côté, on a parlé aussi, on a fait une soirée autour de Mankiewicz, puis on a parlé de Lubitsch. Et on dit souvent qu'Ernst Lubitsch, qui est un cinéaste qui appartient à une génération antérieure, pas tout à fait antérieure, parce que je crois que les dates de Preminger, ça va être 1906-1886. Mais enfin, les dates de Lubitsch, c'est 1896. Il n'est né que 10 ans plus tôt. Enfin, il est mort en 47 ou 48, donc il est mort 40 ans plus tôt. Et Lubitsch, c'est quand même un des pères fondateurs de ce cinéma
middle européen devenu américain. Et on dit souvent que, en vérité, il y a Lubitsch avait 3 disciples, qu'il y a 3 cinéastes qui, d'une manière ou d'une autre, ont poursuivi son héritage. Et alors, on en a parlé jusqu'à présent ici de 2, et Prelinger est le troisième. Donc il y a Billy Wilder d'un côté, Joseph Mankiewicz de l'autre, et Prelinger de troisième côté. Même si Preminger a en fait réalisé peu de comédies, et les quelques comédies qu'il a réalisées sont loin d'être ses films les plus réussis. Mais c'est quelqu'un qui, en 47, je ne sais même pas la date exacte, lorsque Lubitsch meurt, il commençait le tournage d'un film qui s'appelait, je crois, de Lady in Ermine, et c'est Prelinger qui va le terminer. Voilà, c'était pour vous donner un peu le tableau. Voilà, encore une fois, j'aurais été ravi qu'on ait une discussion après, mais comme la présentation même est un peu longuette, j'espère vous retrouver donc jeudi prochain pour ce très, très bon film aussi qui est donc Advise and Consent en anglais, Tempête à Washington, en français, qui est sans doute un des films à mon sens, le film le plus fort qui a été réalisé sur vraiment le fonctionnement de la politique américaine. C'est un film d'espace presque intégralement à l'intérieur des Capitoles, où on voit comment se font les tractations, les négociations. Voilà, c'est autour de la nomination de quelqu'un à un poste stratégique. Et c'est le remous que cette nomination inattendue déclenche sur le petit milieu, enfin qui est aussi le grand milieu ben voilà. Merci à eux d'être. Ça va être un peu l'actualité, exactement. On sera tout proche de, euh, du 20 janvier, de l'entrée le retour en fonction de Donald Trump. Mais tout ne va pas mal, tout va mal. Et du reste, les raisons de se réjouir. Non. Je dis ça, puis je déteste, je reviens. Ce qui va être pénible, c'est les hommages. Voilà. L'autre point commun, je ne suis pas sûr qu'ils soient si nombreux, mais l'autre point commun avec Hitchcock, c'est que Preminger a aussi beaucoup travaillé avec cet homme qui était plus que ça, mais qu'on connaît nous surtout pour avoir dessiné des génériques de films, qui est Saul Mass. Je pense que le générique du Cardinal, comme le générique d'Autopsie d'un meurtre, comme le générique de Tempête à Washington, comme le générique de La mort aux route de Bertolucci Botica, est un générique dessiné par Saul Bass, et ça vaut toujours le coup d'œil. Je vous remercie. Merci.